Bonjour à tous. Bonjour à tous, ici à Léonard Paris. Bonjour également à ceux qui nous suivent en ligne. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir le premier événement de ce cycle. Je suis Julien Villalon, je suis le directeur de Léonard, et permettez-moi tout d'abord, comme il est d'habitude, de vous adresser tous mes vœux pour cette année qui s'ouvre. Alors Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Notre objectif est tout à la fois d'accompagner des innovateurs, des entrepreneurs qui portent des solutions en réponse aux enjeux auxquels sont confrontés les villes, les infrastructures, la mobilité, l'énergie, l'immobilier, mais également d'ouvrir des champs d'analyse et de décryptage des grandes tendances qui structurent les évolutions de ces métiers et de ces marchés. Et plus que de décrypter ces analyses, il nous paraît également important de les mettre en débat, et c'est tout l'objectif de la programmation événementielle qui est portée par Léonard. Alors le cycle qui s'ouvre aujourd'hui, ce matin, c'est un cycle que nous organisons avec trois partenaires fidèles maintenant, je les remercie d'ailleurs, la Société d'encouragement de l'industrie nationale, la Fondation Énergie Observer, et puis le cabinet OPO Conseil. Alors, ces cycles ont pour objectif de donner un éclairage assez pluraliste de ces grands enjeux industriels, et au titre de ces enjeux industriels, nous avons pu, sur les derniers mois et la dernière année, nous intéresser notamment à l'hydrogène et à la réindustrialisation soutenable. L'enjeu du cycle qui s'ouvre aujourd'hui, et essentiellement de s'intéresser à la manière dont l'industrie peut contribuer à accélérer la transition énergétique. Enjeu structurant pour l'évolution de l'ensemble des secteurs économiques dans lesquels nous intervenons. Un certain nombre de solutions existent, d'autres devront être inventées. Il paraît nécessaire, impératif de donner à ces solutions les passages à l'échelle que, comme on dit, l'industrialisation dont elles ont besoin pour rencontrer les objectifs climatiques et environnementaux qui sont les nôtres. Avec aussi cette conviction que nous partageons de se plonger dans le long terme, dans le moyen et long terme, car ce dont nous parlons est une transformation assez profonde de l'ensemble de nos modèles énergétiques, de notre tissu industriel. Alors, on parlera ce matin de net zéro, on parlera des enjeux de filière, on parlera d'enjeux de circularité, de financement, d'énergie. Je vous invite à consulter l'ensemble de ce programme en lien, vous l'aurez très facilement, et à revenir aux prochains événements qui seront organisés sur les prochaines semaines. Alors, c'est Sylviane Villaudière qui va animer ce matin cette table ronde, vice-présidente de la Société d'encouragement de l'industrie nationale. J'en profite, puisque nous sommes sous cette verrière dans nos murs à Léonard, pour aussi vous mentionner deux événements que nous organisons. Le prochain, le 17 janvier, qui traitera de la gouvernance territoriale de la transition environnementale, sujet tout aussi intéressant. Vous trouverez tout ça sur le site internet de Léonard. Et puis nous aurons l'occasion d'accueillir Mathilde Chaboch et Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022, à l'occasion des vœux que nous organisons en partenariat avec la Fabrique de la Cité le 23 janvier. Vous êtes également les bienvenus. Je vous laisse la parole, Sylviane, et bonne conférence. Merci à vous.
Un grand merci. Merci pour cette introduction et meilleurs vœux à tous pour cette année qui, évidemment, démarre dans un contexte bien compliqué. Alors, on se souhaite à tous beaucoup de bonheur, du bonheur durable et une transition énergétique qui puisse accélérer. Alors, pour en parler et sans tarder, si vous voulez bien, eh bien, j'invite à me rejoindre Madame Catherine Leboul-Proust. Et nous avons la chance de vous accueillir. Madame, vous êtes directeur stratégie du groupe GRDF et une grande experte de ces questions, bien entendu, avec évidemment aussi une approche prospective. Vous êtes diplômé de l'IEP de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit public, et vous avez rejoint le groupe GRDF en 2016, après une longue expérience dans ces domaines du secteur industriel, de l'énergie, à l'international également. Et je crois savoir que vous avez travaillé aussi, notamment au Maroc, chez Suez à cette époque-là. Alors, au sein de GRDF, vous êtes en charge des relations internationales, institutionnelles, des études stratégiques, de la RSE, des activités internationales et des dynamiques d'innovation. On est bien dans la maison ici de l'innovation. Et en l'occurrence, vous êtes membre du Conseil supérieur de l'énergie, administratrice du CEREN, chevalier de la Légion d'honneur. Donc, en l'occurrence, madame, je sais que votre agenda est un peu contraint parce que justement, vous siégez tout à l'heure au Conseil supérieur de l'énergie, mais vous avez, avec bonheur, accepté donc, de nous faire part de votre appréciation. Comment aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, dans ce contexte de crise énergétique, mais aussi dans ce contexte où l'on se doit de tenir un certain nombre de trajectoires de transition, trajectoires liées à l'accord de Paris, ce changement climatique qui nous impose un certain nombre d'éléments. Que nous dites-vous sur ce qu'il convient de se poser comme question, comme action pour réussir cette transition? Merci à vous. Bien, merci à vous de m'accueillir ici. Je suis très honorée de pouvoir intervenir devant vous tous sur ce thème extrêmement d'actualité, mais aussi extrêmement protéiforme et compliqué. Je viens vers vous en toute humilité. La question est complexe et je n'ai pas de leçons ni de méthode miracle, mais simplement, voilà, je me permets de partager à votre invitation quelques éléments de réflexion personnel issu de mon retour d'expérience effectivement de professionnel. Depuis 6 ans, effectivement, je travaille comme directeur de la stratégie à GRDF et à ce titre-là, je suis à la fois amenée à être dans ces débats sur la transition énergétique sous des lumières très différentes, des lumières d'élaboration des politiques nationales, mais aussi avec un ancrage, puisque mon entreprise est très ancrée dans les territoires, au contact des territoires, des collectivités locales, des acteurs économiques. Et puis, j'ai travaillé aussi à l'international. Et Dieu sait, en France, combien ce thème de l'énergie, de la transition énergétique est passionnel, particulier, lié à l'histoire, lié à la sociologie. Et ce que je voulais peut-être assez rapidement, c'est vraiment vous livrer quelques réflexions très personnelles sur quels sont les grands questionnements, comment poser ce sujet de la transition énergétique. Alors, je vous propose de le faire en 2 temps. Un premier temps pour vous partager ce qui me semble aujourd'hui dans les questionnements fondamentaux à avoir quand on aborde cette question. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un certain consensus collectif posé sur les grandes questions à avoir et des grandes questions qui ne font aujourd'hui plus débat. Elles sont pour moi au nombre de 3. La première, c'est que j'ai le sentiment, et pour discussion, que, les causes sont entendues sur la transition énergétique. Je ne dis pas les réponses, je dis que les causes sont entendues, qu'il y a 4 enjeux qui sont aujourd'hui posés et qui sont là et qui sont établis et qui ne sont plus du tout contestés. Premier enjeu, l'enjeu climat, je n'y reviens pas. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu d'autonomie et de souveraineté qui a pris une acuité particulière dans nos consciences collectives à travers les récentes crises que l'on a passées, que ce soit sur le domaine de l'énergie, mais aussi sur celui de la santé. On l'a vu avec l'épisode Covid. Le troisième enjeu est celui de l'acceptabilité de l'énergie et de son accessibilité, tous les enjeux en termes de prix,
de qui paye, de prix, de l'accessibilité à l'énergie. Et le quatrième enjeu qui est celui de la résilience, c'est-à-dire une capacité à résister aux crises. Et il me semble qu'aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, on pouvait entendre un certain nombre de critiques ou aborder les enjeux simplement sous un angle en particulier et pas les quatre, il me semble qu'aujourd'hui, alors, soit à la faveur de la progression des connaissances scientifiques, soit à la faveur des crises, soit à la faveur du contexte, dans la société, en tout cas en Europe, en France, ces quatre enjeux sont posés et ces quatre grands questionnements qui me semblent aujourd'hui très importants d'avoir d'emblée, de façon conjointe, pour poser ce sujet de la transition énergétique et pas le réduire à une lecture sous un seul angle. Donc ça me semble être déjà une bonne nouvelle assez salutaire de se retrouver autour de ce point-là de consensus dans la discussion collective. À ce titre, je souhaitais aussi mettre en évidence combien récemment les crises actuelles ont mis en évidence en fait toute notre extrême fragilité et l'importance stratégique des chaînes de valeur, à la fois leur complexité, mais aussi leur fragilité. Des chaînes de valeur, que ce soit en termes d'approvisionnement, d'achat, de dépendance à certaines matières premières, mais aussi qu'elles soient en énergie directe ou alors des composants nécessaires à certaines énergies. Donc, premier point, qui pour moi est une bonne nouvelle dans la façon dont on pose cette question de la transition énergétique, un consensus sur les causes et les enjeux qui doivent être posés. Le deuxième point qui me semble acquis quelque part dans le débat, c'est l'urgence. Le fait il faut agir. Voilà, il faut agir et il faut aller vite sur ces enjeux. La conscience, effectivement, et l'acceptation intellectuelle que on ne peut pas poursuivre, être en mode run sur les équilibres qui sont aujourd'hui les nôtres et qu'il faut pouvoir être dans une dynamique de transformation et de mouvement. Avec cette difficulté par rapport au temps de devoir à la fois concilier des réponses court terme, on le voit là, on a été avec la guerre russo-ukrainienne propulsé dans un temps court pour essayer d'identifier des réponses rapides à des temps de proximité, notamment la gestion de l'hiver, celui d'aujourd'hui, celui de demain, et en même temps, dans le même temps, réfléchir collectivement à des projections plus long terme. On parle de 2050, l'enjeu de la neutralité climatique. Moi, je parle de neutralité climatique plutôt que de neutralité carbone pour répondre aussi dans le temps à ces enjeux-là. Et le fait de ne pas faire de confusion, de ne pas entre les deux exercices et en même temps être sur des réponses cohérentes de l'un à l'autre. Le troisième enjeu et questionnement qui me semble faire consensus, et c'est une bonne nouvelle pour le débat public, c'est effectivement cet objectif de neutralité climat avec aujourd'hui, il est adopté au niveau européen, il est là en France, il ne fait plus du tout question. Il est aujourd'hui associé, il me semble, à ce qu'on appelle, et vous les connaissez, les fameux 3D, c'est-à-dire décroissance de la consommation, des efforts de sobriété, et la sobriété avant l'efficacité énergétique, décarbonation, aller rechercher des solutions toujours plus décarbonées pour alimenter le développement, alimenter l'économie, alimenter les territoires, et décentralisation. Et il me semble aujourd'hui que cet objectif et ces trois leviers pour l'atteindre me semble aujourd'hui être là dans le débat et être relativement bien installé. Donc voilà pour moi la bonne nouvelle par rapport à la question que vous posez sur quelles sont les grandes questions à se poser pour aborder et poser ce sujet de la transition énergétique. Le fait qu'il y ait aujourd'hui ces trois enjeux, ces trois consensus forts installés me semble être une bonne nouvelle pour arriver collectivement à dialoguer sur le sujet de la transition énergétique. Alors, donc ça, c'est pour moi ce qui me semble nouveau
qui s'est installé dans un espace assez court de temps et qui permet effectivement de faire émerger, soit à l'échelle d'une société, d'une association, d'une entreprise, d'un pays. C'est des éléments qui me semblent favorables pour faire émerger des solutions en termes d'un dialogue construit. En revanche, ce qui me semble devoir être, et je vous les livre, en termes de questionnement, des choses sur lesquelles qui présentent aujourd'hui encore des biais sur lesquels on devrait essayer d'évoluer collectivement. Il y a pour moi cinq enjeux particuliers. C'est poser ce sujet de la transition énergétique de façon beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les exercices qu'à titre personnel je vois passer, j'ai le sentiment qu'on est sur des approches qui restent très technocratiques, très technologiques, avec peu de questionnements finalement sociétaux sur sur les enjeux majeurs, comment se chauffer, comment se déplacer, comment produire. On a tendance dans les exercices, je pense par exemple à des exercices que vous connaissez peut-être comme la stratégie nationale bas carbone, à aborder les éléments de façon très quantitative, très technologique, avec des partis pris, sans éclairer cela par rapport à des choix possibles de société. Sur différentes options à prendre, différents modes d'organisation. Je pense par exemple les transports, comment organiser les transports de façon beaucoup plus large au niveau, en faisant appel à des réflexions d'aménagement territoire, de plateformes, à des échelles territoriales de différents niveaux, pour aller vers plus de sobriété, pour aller vers plus d'efficacité, avant de penser à « ah oui, mais c'est plutôt de l'hydrogène, ah oui, mais c'est plutôt de l'électricité, ah oui, mais c'est plutôt de ça ». On a plutôt tendance à aborder, je trouve, trop dans nos exercices collectifs de réflexion stratégique, les choses de façon segmentée, silotée. Je ne parle pas du sujet électricité, gaz, qui peut se poser, ou électricité, ou nucléaire, énergie renouvelable. On a tendance toujours à aborder spontanément les sujets à travers des solutions préétablies et de façon silotée, sans penser forcément à la complémentarité des différents vecteurs entre eux. Voilà, comme si chaque solution technologique avait une sorte de halo symbolique qui l'imposait avec ses partisans, ses défenseurs, etc. Donc voilà, avoir des visions plus politiques, ce sont des exercices auxquels se sont prêtés un certain nombre d'entités qui émettent des scénarios prospectifs. Je pense à Negawatt, je crois que vous aurez l'occasion de discuter avec Negawatt, qui pose une vision de la société. Voilà. L'ADEME, cette année, a fait dans ses exercices de scénarisation prospective, a pris cette option-là de poser différents choix de société différents. Et je pense que ça doit être quelque part un préalable avant de dérouler le comment on y va. Et c'est quelque chose qui me semble devoir être approfondi, engagé, pour éviter d'être dans des impasses techniques. Le deuxième point qui me semble à devoir être évolué, c'est d'avoir des perspectives beaucoup plus ouvertes, des exercices prospectifs beaucoup plus ouverts, et pas simplement se réduire à un scénario. On a vu l'actualité, on est tous projetés de façon très accélérée dans des crises multiples qu'on avait peu ou prou anticipées, avec une rapidité plus ou moins anticipée, et qui nous amène à reconsidérer un certain nombre de fondamentaux. Et aujourd'hui, je reprends plus sous l'angle de la prospective, on a plutôt tendance à avoir un scénario. Je prends par exemple l'exemple de la stratégie nationale bas carbone, elle repose sur un scénario avec quelques variantes, mais finalement, il y a un plan A, mais pas forcément un plan B, ni un plan C. Et il me semble qu'aujourd'hui, le monde nous invite avec beaucoup d'humilité à nous dire il faut pouvoir se préparer à des options auxquelles on n'a pas pensé, il faut pouvoir se laisser des portes ouvertes, il faut pouvoir avoir une prospective un peu plus riche, avoir pas simplement un plan A, mais au moins un plan A, un plan B, et avec des variantes associées. Voilà, une invitation à avoir une prospective un petit peu plus ouverte. Le troisième point, c'est dans les réflexions et les questionnements, avoir une approche effectivement beaucoup plus poussée en matière scientifique, en matière de mesures, en matière d'études, en matière d'approche et d'appréhension des solutions
de façon complète. Je pense, par exemple, dans le domaine de l'énergie, je travaille beaucoup, moi, sur les énergies, des énergies renouvelables, et notamment les gaz renouvelables. Et je trouve que on a toujours intérêt à pouvoir, quand on aborde un intérêt environnemental d'une solution, pouvoir le poser de façon globale, en intégrant une estimation de façon très scientifique, objective, factuelle, des externalités positives et des externalités négatives. En fait, pousser l'approche à l'analyse scientifique de façon globale sur tout un cycle de vie me semble intéressant. Donc ça, c'est la troisième évolution que je recommande sur le questionnement. La quatrième évolution que je recommande, c'est effectivement des approches par étapes. Vous parliez de transition. Et souvent, on a le sentiment, enfin c'est un sentiment personnel, que la transition est un peu écrasée. C'est-à-dire qu'on va vite. On ne pose pas les différentes étapes, les différents jalons, on se dit, tiens, 2050, on devrait être là. Pouf, allons-y et faisons-le tout de suite, maintenant, à court terme, sans penser que prendre des options qui peuvent être tout à fait salutaires à 2050 dès maintenant, alors que le contexte ne s'y prête pas, peuvent avoir des effets boomerang assez négatifs. On le voit en lien avec nos pays européens sur des options d'électrification massive qui peuvent être salutaires à moyen et long terme, mais qui, dans un contexte particulier, peuvent avoir un effet boomerang, on le vit un petit peu, de générer des surconsommations d'énergie fossile. C'est un petit peu ce que l'on vit. L'autre point, c'est, j'étais très intéressée par un exemple, ce que fait en matière de politique d'innovation la Grande-Bretagne, c'est qu'elle ne prend pas, elle met des jalons à une politique d'innovation par rapport à cet objectif de neutralité climatique, en se disant, je laisse des options ouvertes technologiques, mais je donne des paliers de temps pour pouvoir décider de la suite que je donne à telle option et telle option. Je prends par exemple l'hydrogène, qui peut avoir des formats très différents. On peut imaginer de l'hydrogène en injection dans les réseaux de gaz, on peut l'imaginer en méthanation, enfin vous connaissez tout ça. Pour statuer sur ces différentes options et le rôle des différents réseaux énergétiques sur cette question par exemple de l'hydrogène, la Grande-Bretagne a mis sur une politique d'innovation marquée par des jalons, à savoir, en 2030, on statuera sur est-ce qu'on fait de l'injection ou pas d'hydrogène dans les réseaux de gaz, avec, d'ici 2030, de l'argent qui est mis sur la table pour mettre en place un certain nombre d'expérimentations. Et le cinquième souhait d'évolution que je ressens à titre personnel, c'est sur la gouvernance. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, à pouvoir avoir des approches sur le décentralisé, des économies décentralisées beaucoup plus ouvertes. On est aujourd'hui en France dans des modèles où on a tendance à penser spontanément tout de façon très centralisée, de façon nationale. À GRDF, j'ai un pied très fort dans les territoires et je vois que les options qui sont prises au niveau national sont quand même très très loin des préoccupations des collectivités locales, et tout cet enjeu d'aller vers plus de décentralisation, d'impliquer les acteurs locaux et les acteurs économiques dans les prises de décision et les politiques publiques me semble aussi tout à fait fondamental pour faire émerger des solutions dans les questionnements sur la transition énergétique. Voilà, je vais aller assez rapidement, peut-être dans une liste, j'espère pas trop à l'après-vert, pour vous partager effectivement ce feedback personnel lié à mon retour d'expérience, qui j'espère vous sera utile à travers le cycle de conférences que vous commencez aujourd'hui. Voilà. Un grand merci, madame. Merci infiniment. Vos applaudissements. Je vous libère et merci pour votre éclairage et puis aussi l'invitation qui est la vôtre tout au long de cette présentation à prendre du recul par rapport à ces sujets qui sont ô combien et complexes et si souvent polémiques ou si peu articulés, pensés avec sérénité et aussi méthode, parce que c'est ce que je retiens aussi de cette présentation de Madame Leboul à l'instant. Trouvons les méthodes, prenons le temps
d'articuler les choses avec un peu de robustesse et de sérieux. Donc, en l'occurrence, pour en parler, eh bien, tout simplement, j'invite 3 experts de ces sujets à nous rejoindre, avec chacun sans doute aussi une approche un peu différente et puis complémentaire pour cette approche qui doit nécessiter la cohabitation de différents univers, aussi bien l'univers industriel que l'univers de la recherche, que l'univers de l'analyse et l'univers des territoires, parce que ces sujets de transition énergétique, ils ne sont pas hors sol, ils sont bien ancrés dans nos territoires. Alors, pour en parler, j'appelle à rejoindre peut-être ces différents sièges Monsieur Thierry Hanot, Monsieur Hanot, qui est donc le responsable des questions industrielles de l'association Négawatt. J'appelle Monsieur François Moutot, Monsieur François Moutot qui est chargé des questions territoriales et des enjeux donc, dans les territoires pour l'association Équilibre des énergies, et Madame Isabelle Spiegel qui est la directrice environnement de Vinci, tout simplement. Nous sommes ici avec Léonard, très au cœur des activités des activités d'innovation du groupe Vinci. Alors, on nous libère cette petite tribune. Eh bien, si vous le voulez bien, tout simplement, je propose à Monsieur Hanot de prendre le micro et puis de nous faire part de ce que vient d'évoquer d'ailleurs Madame Le Boule, puisque vous avez vu, elle vous a interpellé très gentiment, d'ailleurs, en expliquant qu'il y avait là, de la part de l'association Négawatt, un travail formidable qui a été fait sur les scénarios justement de transition énergétique et d'atteinte. Comment on peut atteindre à la fois la transition énergétique et les enjeux, tenir les trajectoires de l'accord de Paris. Je rappelle juste, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'association Négawatt réalise de façon indépendante des travaux de prospective énergétique à l'échelle de la France et a montré comment on peut avoir une transition énergétique réalisable. Alors, vous allez nous le dire, et peut-être du point de vue de l'industrie, puisque c'est cela l'angle aujourd'hui de notre échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par mon histoire personnelle. Moi, je travaille depuis plus de 30 ans dans l'industrie. Okay. Et comme vous tous, je pense, et vous toutes, j'ai cherché à articuler ma pratique professionnelle avec les enjeux climat. Okay. C'est-à-dire comment on fait, et surtout comment on fait pour sortir de la dialectique un peu entre décroissance et croissance. Comment on fait pour préserver le climat tout en gardant une économie vivante et une industrie aussi vivante, et quel est l'avenir de l'industrie. Et j'ai longtemps cherché des démarches, Club de Rome, j'ai lu le rapport du GIEC, j'ai lu des centaines de livres, pour être clair. Et je me suis orienté vers Négawatt parce que c'est la première fois où j'ai réussi à trouver une démarche qui arrivait à articuler un objectif macroéconomique, un objectif macro, GIEC, planétaire, avec des actions pratiques individuelles et collectives, enfin au niveau micro, au niveau de l'entreprise. Je n'ai jamais trouvé ailleurs. Alors j'ai trouvé des sophistes qui faisaient des équations du genre le PIB est proportionnel à l'énergie, donc pour sauver le climat, pour arrêter la croissance. Des sophismes comme ça, très macroéconomiques, mais par contre des démarches qui permettaient d'articuler du macro et du micro. J'ai trouvé Négawatt en premier, il y en a peut-être d'autres, des scénarios. Maintenant on voit l'ADEME, on voit RTE et tout ça qui font des choses pas mal. J'ai trouvé ça, j'ai rejoint en 2015 et de 2019 à 2021, j'ai fait les modélisations en fait, de stratégie industrielle du scénario. Alors l'association Négawatt, pour revenir, elle a été créée, elle, en 2001. Okay. Négawatt, c'est un terme qui vient d'un Américain qui s'appelle Amory Lovins, du Rocky Mountain Institute. Ce n'est pas un terme français, c'est un terme américain en fait. C'est le meilleur watt, c'est celui qu'on ne consomme pas. C'est une association qui, depuis 2001, fait de la prospective énergétique, donc cherche à penser, c'est un think tank, qui cherche à penser comment on va vers la neutralité carbone en France. Donc on est pionnier. 3 piliers dans la démarche, la sobriété d'abord, l'efficacité énergétique et la décarbonation. Donc quelque part, on est les pionniers de la sobriété en France. Donc on revendique, on est très heureux d'être copié. Voilà, c'est un hommage d'être copié. Alors, c'est quoi la sobriété ? En fait, on vit dans une économie qui est tirée par la demande. On n'est plus en 1800,
On n'est plus dans une économie de l'offre, on est dans une économie qui est tirée par la demande. Donc la sobriété, en fait, c'est l'évolution de la demande finale, de la demande en service. Donc on postule que cette demande, premier postulat, on postule que la consommation, les habitudes de consommation peuvent changer. Ça, c'est important de se le dire, le monde peut changer. Donc, dans notre scénario, on a par exemple une demande de transport qui baisse légèrement, mais surtout avec un report modal vers des modes plus efficaces, des transports en commun, notamment. On a un deuxième, une très forte diminution de la construction neuve, alors là, qui est pas liée à vraiment, qui est liée en partie à de la sobriété, c'est-à-dire on arrête la décohabitation, mais surtout le principal facteur quand on fait de la prospective à 2050, c'est que l'augmentation de la population va ralentir. Et ce qui génère la construction neuve de logements, je parle des logements, c'est l'augmentation de la population, le rythme d'augmentation de la population. Et ce qu'on voit en fait quand on fait de la prospective, c'est ce rythme d'augmentation, il va s'infléchir. Et d'ailleurs, il s'infléchit actuellement plus vite que les prospectives les plus basses de l'INSEE, si on regarde. Donc ça a un impact important sur la construction neuve. Donc j'ai parlé du transport. Donc sur le transport, on a plusieurs facteurs. On a le report modal. On a aussi très simplement un autre facteur de sobriété qui est l'augmentation du taux de remplissage des véhicules. On suppose qu'on va faire plus de covoiturage. Puis il y a d'autres facteurs. Typiquement, les véhicules électriques, ils ont une plus longue durée de vie. Un véhicule aujourd'hui, et ça, ce n'est pas de la sobriété, c'est plutôt de l'efficacité énergétique. On postule aussi d'autres habitudes de consommation qui changent. Par exemple, la réduction des voyages en avion. On postule une division par 2. Donc ça, c'est la diminution de la consommation de services. On a aussi des réglementations, une publicité qui va être réglementée, avec notamment moins d'émissions de prospectus. Un petit chiffre comme ça, les prospectus de Carrefour, en termes de tonnage de papier, c'est l'équivalent du tonnage de tous les livres qu'on imprime en France, pour vous dire l'impact de la réglementation de la publicité. Donc ça, c'est de la sobriété plutôt réglementaire. Une autre sobriété, c'est l'évolution du régime alimentaire. Ça fait déjà 30 ans que cette évolution elle est amorcée. Par exemple, la consommation de protéines animales des Français, elle baisse régulièrement depuis 30 ans. Elle va continuer à baisser. Donc ça, c'est l'évolution des régimes alimentaires. C'est quelque chose qu'on a mis dans le premier scénario qu'on a sorti. Et quand on regarde l'historique des... Alors là, c'est plus de la prospective. Enfin, de la prospective négawatt, elle est très alignée avec la réalité. Ensuite, un autre postulat, c'est qu'on sort quelque part sur les biens de consommation, l'habillement, l'ameublement, on sort de la surconsommation de masse. En 20 ans, un exemple, en 20 ans, on a doublé par habitant le nombre de pièces d'habillement qu'on achète. Ça, on suppose, on postule, que ça va changer, qu'on va plutôt diminuer notre consommation individuelle en volume, je parle de tonnage. Pareil, en électronique grand public, on va arrêter d'entasser des appareils électroniques les uns sur les autres. Alors ça, voilà quelques-unes des hypothèses qu'on fait en termes d'évolution des modes de consommation. Et c'est ça profondément qui tire notre prospective. Ça a un impact évidemment. Alors moi, quand je suis rentré, je vais revenir sur une histoire personnelle, quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit, oh là là, c'est complètement récessif, c'est très destructif, c'est horrible, ça va détruire l'industrie. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ça a cependant des impacts. En construction neuve, par exemple, on passe de 340 000 logements neufs par an à 25 000 quand on projette l'évolution de la population. Achat de véhicules neufs, on passe de 2,2 millions à 900 000 en véhicules particuliers. Kilomètres d'autoroute, ça c'est pour Vinci, on passe de 60 km par an à 0. Et puis sur l'alimentaire, on est un peu... Je parle des... viande et poissons, moins 13%, etc. Voilà. Alors, à partir de ça, c'est la demande finale en produits finis. Bon. Après, comment ça se répercute sur les biens d'équipement, les biens intermédiaires, les matériaux bruts? Peut-être je vais revenir sur la méthode. Pour passer de la demande finale en service, typiquement en kilomètres parcourus, à une demande finale en produits finis, on a construit des modèles de parc où on arrive à transformer le parc roulant, 32 millions de véhicules par an, en véhicules neufs achetés, en rentrant des paramètres tels que le nombre de kilomètres, évidemment, la durée de vie. Donc, on a fait ça pour l'ensemble des biens de consommation, ce qui est un travail assez monumental, mais nécessaire, parce que ça nous permet après d'activer des leviers. Une fois qu'on a fait ça,
toujours pareil, c'est dans le scénario négawatt. On a calculé la demande en biens intermédiaires, par exemple en tôle d'acier et en minerai de fer, avec un modèle qu'on appelle Négamat, qui prend les nomenclatures en fait, des produits finis et qui en déduit par calcul de nomenclature, en fait, comme de la planification d'entreprise, les besoins en biens intermédiaires, en matériaux bruts, et quand on met du recyclage dans le système, en matériaux primaires, en minerai de fer, par exemple. Donc ça, on l'a fait, pour en gros une vingtaine des matériaux, voire 25 matériaux les plus consommés. Donc on arrive à prédire, en fait, enfin à faire de la prospective, pas à prédire, sur la consommation en tôle, en mécanique, en acier, et on remonte de l'acier jusqu'au minerai de fer, typiquement. Donc ça, on l'a fait sur l'ensemble, enfin sur environ 25 matériaux. Donc ça, c'est une innovation du dernier scénario. Je pense qu'on est les seuls à le faire, peut-être pas dans le monde, mais en tout cas en France. Et ça a servi aussi une version un peu plus rustique de ça, a servi à l'ADEME à faire sa prospective aussi. Donc c'est comme ça qu'on travaille pour essayer d'analyser tous les impacts sur l'industrie. Ce qu'on voit en fait, c'est que alors l'impact sur l'industrie, il est important sur certains secteurs de l'industrie lourde, le ciment, on divise par deux, il n'y a pas de secret, on construit moins de logements et on a plus de parts du bois, donc on a moins de ciment, 50% moins. Les engrais, évidemment, l'évolution vers un système agricole plus écologique, il y a moins d'engrais, moins de phytosanitaires. En termes social, c'est assez l'impact sur l'industrie lourde, il est assez faible, puisque les 40 sites les plus émetteurs qui émettent 50% des émissions de CO2 de l'industrie française, ils emploient que 28 000 personnes. Donc en termes social, c'est pas très important. Par contre, il faut que nous, on arrive à faire le deuil de l'image qu'on a de l'industrie lourde qui est héritée de la première révolution industrielle. Il faut qu'on arrive à faire le deuil de ça. Ce n'est pas forcément dramatique de fermer des hauts fourneaux. Parce que dans ce qu'on fait, on a une division par deux de l'augmentation du recyclage de l'acier. Ça implique de fermer des hauts fourneaux, quelque part. Donc on aura des hauts fourneaux qui se reconvertissent vers l'hydrogène. On aura plus de ferraille, plus d'acierie électrique, moins de hauts fourneaux. Ce n'est pas forcément dramatique. Par contre, il faut arriver mentalement à faire le deuil du début du 19e siècle, en fait, de la révolution industrielle. Alors, bon, j'ai parlé de destruction. Il faut accompagner ces destructions-là. L'impact, par contre, beaucoup plus important, c'est pour l'industrie automobile, évidemment. Passer de 2 millions de véhicules particuliers achetés à 900 000, ça a un impact. Alors aujourd'hui, on produit en France 1 600 000 véhicules. On en importe beaucoup. On produit 600 000 véhicules utilitaires légers. Donc l'impact, il n'est pas aussi fort que ça au global. Mais ça a un impact important. On le voit aujourd'hui. En plus, la transition vers le véhicule électrique qui est beaucoup plus pauvre en emploi, quelque part, le véhicule électrique, c'est beaucoup plus simple à fabriquer. Ça amplifie l'impact sur l'industrie automobile. Donc un impact fort aussi. On pense aussi que la fabrication d'avions, le rythme de fabrication d'avions aujourd'hui, il est excessif. Il postule un doublement du trafic aérien d'ici à 2038. On pense que ce n'est pas souhaitable parce que tout simplement, il n'y aura pas forcément les biocarburants liquides pour mettre dans ces avions-là, sauf à déforester énormément. D'après mes calculs, c'est 192 millions d'hectares qu'il faudrait utiliser mondialement pour cette augmentation. Avec de la canne, il y a d'autres, heureusement, il y a d'autres biocarburants. Mais disons que le rythme actuel de construction d'avions, il postule un doublement du trafic et il postule du biocarburant, en grande majorité, parce que l'avion à l'hydrogène arrivera beaucoup trop tard, s'il arrive. Alors bon, j'ai parlé de destruction, maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'on en est en 2 minutes. Au niveau Donc, il y a des opportunités de développement, évidemment, sur les secteurs de transition énergétique, les matériaux de production d'énergie renouvelable, les 2 roues motrices, etc. Mais surtout, le point important, c'est que sur des biens de consommation dont j'ai parlé, on peut relocaliser. Je prends par exemple le textile. L'avantage d'une relocalisation du textile, c'est d'abord, on a une électricité plus décarbonée que les autres, mais ça, c'est un avantage temporaire. Et ça permet, si on veut recycler en boucle courte, il faut avoir une filière intégrée.
du recyclage de la fibre. À partir du moment où on sait recycler de la fibre, on peut la filer, on peut faire du fil, on peut tisser, on peut tricoter, on peut refaire du textile. Voilà. Aujourd'hui, la filière, ce type de biens de consommation, ils sont détruits. Aujourd'hui, un chiffre, c'est 1% des fibres synthétiques qui sont produites dans le monde. On en fait 100 millions de tonnes aujourd'hui, hein, et ça a grandi à un rythme de 5%. 1% seulement des fibres redeviennent de l'habillement. Tout est jeté, ça part en Afrique en fait, et c'est détruit. Vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous des vidéos sur la montagne. Donc ça, c'est une première opportunité, c'est de repenser la conception, de repenser les filières de biens de consommation et de relocaliser. Ça, c'est une opportunité. Et ensuite, il y a des secteurs sur lesquels on a une position forte exportatrice, par contre, typiquement les parfums. Les parfums, c'est de la chimie de synthèse aujourd'hui, hein, c'est fait à partir du pétrole. La transition énergétique, c'est l'occasion de repenser cette conception-là en passant au biosourcé. Et c'est important parce qu'on a une position très forte, très exportatrice, okay, et on a une classe moyenne mondiale en face de nous qui va augmenter de 50% dans les 20 ans à venir. Donc en gros, il y a 50% de croissance qui sont à prendre, okay, ou à perdre, parce que si on n'arrive pas à passer ce virage du biosourcé, on risque d'être dépassé par nos concurrents des émergents. Donc, ce qu'on a fait aussi dans le scénario, c'est qu'on a repris en compte des relocalisations prévues dans des plans stratégiques, parce qu'on a pris en compte les facteurs de régionalisation de l'économie. Hein, donc, tout ce qui est semi-conducteurs, pharmacie, ce n'était pas évident en 2019 de penser ça. On a vu avec l'expérience que c'est devenu évident. Donc, ça, c'est pris en compte. Donc, dans notre scénario, on a une augmentation de la consommation d'électricité en fait, de 40 TWh pour toutes ces relocalisations. Par contre, au contraire de RTE, de ce que fait RTE, qui est dans le même ordre de grandeur, 50 TWh pour les relocalisations, okay, on a suffisamment d'économies sur l'industrie lourde notamment, okay, d'énergie, pour arriver à être neutre en carbone avec une consommation d'énergie finale de 1000 TWh. Donc, en fait, toutes les économies qu'on fait, toute la sobriété qu'on fait, nous permet de garder de l'espace pour une relocalisation et puis d'autres espaces ailleurs que je peux développer. Donc, si on comprend ce que vous nous indiquez, c'est qu'il y a quelques mots clés que je retiens, c'est-à-dire sobriété avec un certain nombre de risques, avec un certain nombre de pertes industrielles pour la France. Vous parlez de relocalisation et vous parlez d'opportunités, repenser aussi certaines de nos industries pour les réinventer et donc les relocaliser, réemployer du coup. Et puis export avec des nouvelles façons de se rendre attractif peut-être grâce à la transition énergétique, par exemple pour la cosmétique et cette industrie-là qui peut se réinventer en biosourçant. Certains de ces mots-là sont ceux que, en tous les cas, moi, je retiens de vos différents points. Est-ce que les scénarios que vous avez inventés, proposés au débat public et aux autres acteurs, comme vous le dites, qui parfois copient ou reprennent ou s'inspirent de cela, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours valables? Parce qu'avec la crise de 2022, avec cette crise énergétique tellement forte, notamment sur les prix, comment est-ce que l'on tient dans une prospective telle que vous l'avez décrite? Merci. Alors effectivement, d'abord pour revenir, la transition énergétique, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est une opportunité aussi de changement. Hein. On a des pertes et il faut savoir se saisir des opportunités de changement. Hein. Les consommateurs vont demander des produits plus écologiques, en gros. La France a une opportunité pour les offrir et on a une image de marque. Il faut savoir en tirer parti. Alors, clairement, notre scénario, c'est dans la prospective, on favorise les secteurs économiques à faible intensité énergétique. C'est la base de la transition énergétique. Hein. Il faut se réorienter vers des secteurs où la part de l'énergie, et donc des coûts de l'énergie dans la valeur ajoutée est faible. C'est implicite dans ce qu'on fait. Je le dis explicite, c'est implicite en fait, c'est même pas pensé, c'est naturel. Donc il faut favoriser l'énergie, il faut favoriser les secteurs économiques à faible intensité énergétique. Donc clairement, ça amène de la résilience quand l'énergie augmente. Donc c'est assez naturel de penser que d'ici à 2050, les coûts de l'énergie peuvent augmenter. La transition énergétique, ça peut faire augmenter les coûts de l'énergie. Donc ça rend naturellement résilient de réorienter l'économie vers ces secteurs-là. Donc se battre
pour baisser les coûts de l'énergie, pour garder en France des industries lourdes, qui emploient très peu de gens, hein, ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Il vaut mieux accompagner ça, sans se tirer une balle dans le pied par rapport à nos concurrents. Évidemment, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais non, l'augmentation des coûts d'énergie renforce plutôt ce qu'on fait. Donc, ça reste vrai. Ça reste vrai. De votre point de vue, ça reste totalement valable et ces scénarios seront utiles aux acteurs. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de passer le micro. Voilà, Monsieur François Moutot, qui va maintenant nous donner le point de vue de l'association Équilibre des énergies. Alors, Équilibre des énergies, comme son nom l'indique, veut de l'équilibre dans les types d'énergie pour une transition énergétique réussie. De quelle façon vous-même, vous travaillez dans l'association pour tenir peut-être ces échanges avec les acteurs, tant du point de vue des industriels que vous fédérez d'ailleurs, que du point de vue des territoires, parce que vous-même, François Moutot, vous avez cette particularité d'avoir cette double casquette, à la fois aussi d'élu local en tant que maire de Thoiry, et délégué donc aux affaires territoriales de l'association qui fédère les industriels. Merci de cette introduction, merci de cette invitation. Très rapidement, Eden, comme vous le dites, c'est une fédération d'entreprises, dont Vinci, qui a comme objectif la décarbonation. Et la décarbonation dans un équilibre des activités et des industries qui s'éloigne un tout petit peu de l'analyse qui vient de vous être présentée. Nous pensons qu'il y a de la place pour du développement économique, à condition que ce développement économique tienne compte de l'environnement et notamment une décarbonation totale des activités. Quant à mon parcours personnel, j'ai la chance d'avoir une première formation dans l'environnement, puisque je suis ingénieur agronome, et une deuxième formation qui s'est occupée d'activités économiques. Et donc, mon profil, c'est une activité économique dans l'environnement, et les deux sont conciliables, ce qui m'a permis de rejoindre Eden. Et vous évoquez effectivement un rôle d'élu local. Je suis élu local depuis plus d'une trentaine d'années, et j'ai essayé, tout au long de ces mandats, d'introduire les activités économiques en respectant l'environnement. On y reviendra peut-être sur deux petits points de détail. Alors, ma première réflexion, elle est un peu liée à l'introduction que nous avons eue. La personne qui nous a présenté les choses a parlé d'un consensus sur les sujets environnementaux. Je pense qu'il y a effectivement un consensus de l'ensemble des élites de notre pays et des responsables, les plus hauts responsables, mais que ce consensus est un consensus de surface. Notre population n'a pas du tout intégré fondamentalement ces objectifs et qu'il y a un risque. Il y a un risque très important s'il y a un trop grand décalage entre les objectifs qui sont affichés, et notamment les scénarios qui sont développés par un certain nombre de structures, et la réalité telle qu'elle est vécue. Parce qu'à un moment ou un autre, ce décalage risque de repartir en boomerang avec soit des comportements qui ne sont pas compatibles avec l'évolution climatique, soit même des comportements politiques ou sociétaux qui pourraient être catastrophiques. Et nous ressentons profondément à Eden l'absence véritable de diffusion de ces objectifs dans la population, mais la population qui prend le train le matin, qui a du mal à faire le plein de sa voiture, qui vit dans une passoire thermique réelle ou pas réelle. Enfin, c'est notre population. Et donc, nous attirons vraiment cette attention sur ce point. Je pense que c'est extrêmement dangereux de penser que le consensus, que nous avons gagné ce débat. Nous l'avons certes gagné sur un certain nombre de points, mais c'est un consensus, allez, je me lâche, un consensus totalement mou et dont
la pérennité est totalement incertaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous pensons à Eden qu'il faut aller très vite dans des politiques effectives vers la décarbonation. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement sortir des scénarios, il faut que le monde politique prenne des décisions immédiates dans un certain nombre de points pour montrer, un, qu'ils avancent, et d'autre part, qu'il y a une réalité, un retour réel sur ces sujets-là. Alors, il y a des sujets emblématiques et d'autres qui le sont moins, mais en matière de logement, par exemple, la politique de la rénovation totale est une politique que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas parce qu'elle est fondée sur une approche technocratique qui ne correspond pas à la réalité des gens. Le budget alloué par un ménage pour rénover son logement est autour de 6 à 8 000 euros. La rénovation globale d'un logement, c'est 60 000 euros minimum. Et donc ce décalage entre le consensus mou à 6 000 et l'objectif dur à 60 000 fait naître des frustrations et l'État ne va pas pouvoir mettre systématiquement les 54 000 qui manquent. Donc on a un décalage entre ce discours et la réalité. Bon, la rénovation a quand même aussi un inconvénient, c'est qu'elle affronte une réalité économique. Donc, pendant 15 ans, je me suis occupé de développement économique de proximité. Nous n'avons pas en France un artisanat et des petites entreprises qui sont capables de tenir le plan de rénovation. On a des millions de logements à rénover si on considère la réglementation du DPE. On peut au grand maximum réellement rénover quelques centaines de milliers de logements par an. Le décalage est phénoménal. Donc ce sujet doit être revu. Les objectifs de rénovation doivent être réalistes. Les études que nous faisons avec les entreprises du bâtiment, etc., si vous voulez, avec 50% de dépenses par rapport aux objectifs, vous pouvez réaliser 60 à 75% de rénovation efficace. Alors évidemment, il restera 25% de fuite, mais vous aurez dépensé moins de 50% de la charge. C'est cette approche réaliste que nous prônons à Eden. Le DPE a aussi quand même un inconvénient, c'est qu'il ne tient pas compte de l'énergie, il tient compte de politique énergétique. L'électricité est très mal traitée dans le DPE, ce qui fait que vous vous retrouvez entre 1,5 million et 2 millions de logements qui sont des passoires thermiques administratives, mais qui ne sont pas des passoires thermiques au sens énergétique. Donc là encore, c'est irréaliste entre la politique, la définition d'un certain nombre d'objectifs et la réalité des gens au jour le jour est un enjeu qui, pour moi, est considérable. On parle de véhicules électriques. Outre le fait de réfléchir sur l'origine de l'électricité, parce qu'on passe son temps à dire que l'électricité n'est pas bonne dans certains cas, elle est bonne pour le véhicule électrique, donc là, une petite contradiction. Faire attention, les contradictions, les gens les intègrent, et à un moment ou à un autre, ces contradictions ressortent dans les comportements, donc il faut faire très attention. On n'a pas de politique réelle cohérente entre les objectifs d'abandon des moteurs thermiques et l'équipement de la France dans un système de charge qui corresponde au parc automobile tel qu'on l'a évoqué dans quelques décennies. Il y a un décalage. Et quand on évoque ce sujet au niveau des entreprises, même si la dernière loi favorise un petit peu l'implantation des bornes électriques sur le territoire, il y a quand même, et Vinci est bien placé pour le savoir, une interrogation sur qui va payer. Or, cette interrogation sur qui va payer
tant qu'on se pose la question de savoir qui va payer, on ne va pas avancer beaucoup. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de cohérence entre les objectifs et les moyens que l'on fixe. Le troisième point, les territoires. Alors, pourquoi Eden se tourne vers les territoires? C'est pour plusieurs raisons. La première raison, elle est politique. C'est que une disposition de la Constitution française a interdit le cumul des mandats. Cette interdiction du cumul du mandat, ne me demandez pas ce que j'en pense, je pourrais être brutal. Mais la réalité, c'est qu'un certain nombre de responsables politiques de haut niveau ont choisi les territoires et non plus la représentation nationale. Ce qui fait qu'on a, sur l'ensemble du territoire français, un certain nombre de personnalités politiques de haut niveau qui ont choisi d'aller au niveau des territoires, à la fois pour se faire reconnaître et éventuellement avoir des perspectives politiques nationales, mais ils sont confrontés à gérer des territoires avec les capacités qui sont les leurs. Ça, c'est le premier point, et il est très important. Vous avez tous en tête qu'on a quand même 13 présidents de région qui sont tous des personnalités politiques de premier plan, ce qui n'est pas le cas des députés dont vous ignorez à peu près tous 80-95% des noms. Le deuxième sujet, c'est qu'un homme politique confronté à son territoire est obligé, lui, d'être pragmatique. Il ne peut pas avoir des politiques qui sont uniquement des prospectives. Et du coup, on s'aperçoit au niveau territoire. Alors quand je parle de territoire, je parle des régions, je parle des recoupements communaux, je parle des agglomérations, je parle des grandes villes. À la tête de toutes ces collectivités, vous avez des hommes et des femmes politiques pragmatiques. Et face aux enjeux dont on vient de parler, ils ont mis en place, ils doivent mettre en place, ils peuvent mettre en place des politiques réalistes. Que ça soit... Cela veut-il dire qu'ils n'ont pas d'approche prospective, que ces scénarios qui sont le sujet de notre débat d'aujourd'hui ne leur servent pas aux territoires et aux acteurs de premier plan dont vous parlez, qui sont dans les régions et dans les territoires? Je n'ai pas voulu le dire. Mais ils ont des planifications de résultats qui ne sont pas forcément cohérentes avec les scénarios. C'est l'avantage des scénarios, c'est qu'ils ne se réalisent jamais. Donc, c'est pas grave. Donc, ils ont des objectifs. Ils n'ont pas des scénarios, ils ont des objectifs. Alors, évidemment, ces objectifs, dans la quasi-totalité des cas, ils sont cohérents avec la décarbonation, ils sont cohérents avec la relocalisation des activités économiques, et ils sont cohérents avec ce qui est possible de demander à leur population sans être complètement à côté de la plaque. Je finirai juste sur une petite anecdote. Vous avez peut-être pu voir que le maire de Toulouse refuse d'appliquer la zone interdisant aux habitants de la banlieue de Toulouse de rentrer dans Toulouse. Il y a un décalage total entre cette réglementation et la réalité des gens. On a obligé les gens à aller s'installer à 10, 20, 30 km parce que le prix de l'immobilier était ce qu'il était, avec les salaires qu'on leur versait, et maintenant on leur dit, vous habitez à 30 km, restez chez vous, vous n'avez pas besoin de venir travailler. Donc il y a toute une politique territoriale qui, à mon avis, peut effectivement faire avancer la décarbonation. Merci. Alors, après avoir évoqué ces territoires, si vous le voulez bien, on va venir aussi aux industriels. Et avec vous, Isabelle Spiegel, du point de vue de Vinci. Comment aujourd'hui un directeur environnement de Vinci utilise ou pas, s'inspire ou pas des scénarios et pour faire sa propre stratégie et ses propres investissements, ses propres décisions? Vaste question. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, c'est un débat passionnant, et je pense qu'il y a un moment donné sur la transition environnementale, quand une entreprise comme Vinci a décidé d'accélérer,
on s'est dit, on ne peut pas attendre que ce soit réglementé, qu'on ait une vision politique, qu'on nous impose un certain nombre de choses dans les appels d'offres des clients ou éventuellement que nos collaborateurs nous demandent d'avancer. Il faut vraiment qu'on prenne une longueur d'avance. Et pour prendre cette longueur d'avance, ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut aller un peu au fond du problème et comprendre de quoi on est en train de parler. Écouter Négawatt qui dit effectivement il y a des secteurs qui vont aller vers une réduction d'activité, certains nous touchent de plein fouet, et d'autres par contre qui vont être effectivement des vraies opportunités de croissance. Et ça, pour une entreprise, c'est hyper important de le comprendre pour le piloter. Donc nous, ça veut dire qu'en 2020, on s'est dit, on va faire nos propres scénarios carbone. Donc il n'y avait pas encore les scénarios RTE, les scénarios de l'ADEME. Il y avait déjà un premier niveau de scénario des entreprises qui est l'étude ZEN, zéro émission nette 2050 de EPE, Entreprise pour l'environnement, dont on est membre aussi. Et on s'est dit, nous, les scénarios, on est une boîte plutôt technique, d'ingénieurs, on va les faire quantifier. Donc, j'entends complètement le volet, il y a besoin de politique, de narratif, de raconter l'histoire, mais on est une entreprise. Donc on va se dire, voilà, on est en train de parler de combien en termes de chiffres, en termes de part de marché. Donc, on a pris un parti. C'est assez simple. Aujourd'hui, pourquoi on ne tient pas, pourquoi on a ces questions de climat et autres, c'est parce qu'on vit nombreux dans une planète qui a des limites finies. On a des limites planétaires. Donc, on a pris comme postulat un budget carbone. Donc, on a dit, voilà, il y a tant d'émissions à émettre entre maintenant et 2050. Et on raisonne vraiment en budget carbone. Et on s'est dit, voilà, on va activer 2 leviers principaux qu'on a voulu regarder de façon distincte dans un premier temps. Un levier de technologie. Donc, on va miser sur la performance et des technologies pour réduire, donc c'est ce qu'on a appelé décarbonation, et puis un levier de sobriété. On va plutôt changer les modes de comportement, etc., et la taille de ce qu'on est en train de faire pour voir si on tient dans ce budget. Et on a listé les actions. Voilà, donc je rénove plus de bâtiments, je mets des avions à hydrogène, mais pas tout de suite, etc., avec ces leviers-là. La première conclusion, c'est que aucun des 2 leviers ne répond au budget carbone. Donc effectivement, c'est déjà le premier élément. Ce que vous nous dites, c'est qu'il va falloir jouer sur les 2 leviers, à la fois technologie et sobriété. Ensuite, ça nous a appris pas mal de choses et on a refait, donc c'était en 2020 déjà, on a refait il y a 1 an à peu près dans cette même salle un peu une analyse comparative. Donc, on a fait venir Négawatt, RTE, l'ADEME, ZEN était là, nos scénarios, pour se dire finalement, tous ces scénarios-là prospectifs, ils sont dans un exercice qui est forcément tous un peu faux, mais avec une gestion d'incertitude qui nous permet quand même d'avancer. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme fonds communs qui sont donnés par tous les scénarios ? Et par exemple, il y en a un, c'est la réduction, en Europe en tout cas, de la construction de bâtiments neufs. Donc voilà, donc nous, oui, c'est important pour nos activités, il faut qu'on sache. Alors la proportion de la réduction varie d'un scénario à un autre, mais c'est important. Et on a cherché comme ça tout ce qui était des fonds communs et puis, encore une fois, des sources d'opportunités. Voilà, sur la rénovation, par exemple, ce que vous dites est très vrai. C'était une des résultantes de l'analyse de ces scénarios, c'est qu'en fait, on va pas du tout assez vite et assez loin sur la performance de la rénovation. Donc, pour vraiment accaparer ce sujet-là, en fait, aujourd'hui, on n'a pas les bons moyens. Et c'est pas parce qu'il y a des plans de relance avec effectivement de l'aide de l'État, etc. Ça ne suffit pas du tout par rapport à l'analyse quantitative, la vitesse à laquelle il faut qu'on avance et le niveau de performance à atteindre là-dessus. Donc après, ça a déclenché un certain nombre d'actions chez nous. On travaille sur la formation. Alors voilà, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de nous dire de façon très très concrète, parce que là on entendait à la fois de l'intérêt d'avancer sur des scénarios et de le faire de façon robuste, d'avoir des méthodes, etc. Les territoires qui nous disent mais il faut être pragmatique, regardons d'abord et avant tout les résultats. Comment dans l'entreprise, au niveau industriel, vous pouvez ou pas prendre des décisions qui puissent s'inspirer de tel ou tel enseignement des scénarios et donnez-nous des exemples très très concrets de la façon dont ces scénarios peuvent vous inspirer dans les décisions au quotidien. Il y en a une toute première, c'est déjà dans la logique d'opportunité. On a racheté une entreprise qui s'appelle Cobra Industrial Services, qui est dans le domaine des concessions d'énergie.
et notamment d'énergie renouvelable. Et ça, c'est vraiment voilà, dans la continuité du développement, de la croissance de notre entreprise, c'est se dire il y a un domaine déjà, et donc c'est quelque chose qu'on avait bien évidemment qui ne découle pas que de l'analyse des scénarios, mais qui est quelque part renforcé par ce type d'analyse où on dit voilà, il y a des marchés assez évidents au niveau mondial et on investit dedans. Les autres, ça va être sur un niveau. Donc, je vais reprendre l'exemple de la rénovation que j'ai commencé à citer, parce que c'est se dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous, industriels, qui principalement répondons à des appels d'offres, pouvons faire pour effectivement accélérer les choses. Et quand je vous dis, il faut qu'on prenne une longueur d'avance en tant qu'entreprise, qu'on soit dans du pilotage stratégique, bah c'est aussi ça. Je peux demander, et je le demande très régulièrement aux acteurs politiques, de nous donner de la vision, de nous dire où on va et d'inscrire dans les politiques effectivement cette vision environnementale. Aujourd'hui, on a le décalage dont on a parlé, etc. C'est pas toujours suivi des faits. Donc c'est à nous aussi d'apporter un certain nombre de choses. Il y en a une, c'est de raisonner sur finalement, est-ce que je peux pas changer le mode contractuel, et plutôt que d'être uniquement un acteur de certaines parties de rénovation, réfléchir en décarbonation as a service et se dire, je vais apporter du financement, des travaux et éventuellement de l'exploitation. C'est quelque chose qu'on fait en Allemagne sur un certain nombre d'écoles, qu'on est en train de regarder. C'est les compétences. Donc, on travaille, alors pas tout seul, hein, il y a une start-up qui est hébergée ici chez Léonard sur former massivement des gens à l'installation de pompes à chaleur, à des diagnostics énergétiques, etc., etc. Donc, on est en train de en partie substituer, j'allais dire c'est peut-être un peu fort, mais en fait de prendre des décisions et de dire nous on y croit, il y a des parties de marché sur lesquelles il faut donner un gros coup d'accélérateur, on y croit et on y va. Il y en a un autre, c'est les autoroutes que vous avez citées. Effectivement, si on passe de 60 nouvelles kilomètres d'autoroute à 0, qu'est-ce que ça veut dire? On a quand même une infrastructure aujourd'hui autoroutière qui existe en France. Il faut à tout prix qu'on arrive à lui apporter une solution de décarbonation. Et donc là, ça veut dire que d'une part, on a travaillé sur c'est quoi la décarbonation de l'infrastructure existante, comment avancer vers différents leviers. Et on l'a pas fait tout seul, hein, on l'a fait avec des académiques, avec différents acteurs. Donc on porte une vision finalement 2050 d'une autoroute qui pourrait être bas carbone. Et ça pousse aussi à... Elle ressemble à quoi, l'autoroute bas carbone? Alors déjà, elle a des bornes de recharge pour permettre aux véhicules électriques de circuler de façon claire sur l'autoroute. On teste en fait des voies de recharge à induction, par exemple. Donc, si on reste sur l'électricité et les batteries, c'est de se dire effectivement, est-ce qu'on peut pas se recharger en conduisant? Donc, il y a eu des tests faits en Allemagne et en Suède, et puis on aura bientôt en France. Il y a la question de l'hydrogène, évidemment. Mais en fait, le gros message, c'est de se dire, quelles que soient les décisions et les technologies, finalement, nous, un opérateur d'infrastructure, il faut qu'on soit prêt. Donc, on est en train de tester toutes ces technologies-là pour être prêt. Là, j'ai parlé de 3 leviers qui sont principalement technologiques. Il y a bien sûr les leviers de covoiturage. Donc, c'est se dire comment j'accompagne également les usagers de l'autoroute pour qu'ils puissent garer. Donc, il y a des parkings de covoiturage avec des aires multiservices. On ne fait pas que du parking, on va finalement rajouter des services autour. Et puis, il y a toutes les réflexions autour de voies dédiées pour les transports en commun, le covoiturage, etc., avec des questions de financement qui peuvent ou de tarification qui pourront émerger. C'est pas encore le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres infrastructures autoroutières qu'on gère ailleurs. Donc il y a finalement il y a dans cette vision le fait de dire il y a des leviers de sobriété, il y a des leviers de technologie, comment je le rends crédible et réaliste pour qu'on soit vraiment en 2050 dans une autoroute qui soit net zéro. Et ça nous a poussé, par exemple, à créer également une filiale qui est Solarvia, qui est d'installer des panneaux photovoltaïques sur les délaissés d'autoroute. Donc, c'est l'objectif de cette filiale-là, de se dire aujourd'hui, j'ai des espaces, j'ai du foncier qui pourrait être utilisé comme nouveau générateur d'énergie. Ça veut dire que ce qui est clé à chaque fois et ce qui va être un de nos marqueurs une fois qu'on a fait cette analyse quantitative, c'est vraiment de réconcilier offre et demande. On en a parlé, mais pour nous, l'usage est au centre. C'est-à-dire quand on parle de transition énergétique aujourd'hui, dans cet objectif net zéro, c'est pas du tout uniquement les métiers de l'énergie qui sont en jeu, c'est vraiment l'usage. Et il est indispensable qu'on raisonne vraiment à partir de l'usage et de la fonction. Te dire de quoi j'ai besoin. Et quand on fait ça,
de fait, on va se retrouver assez territorialisé, décentralisé parfois, etc., pour se dire c'est quoi la bonne, effectivement, offre énergétique qui va correspondre à ma demande. Alors donc, vous vous occupez des gens, si je reprends l'expression de François Moutot, peut-être d'abord et avant toute chose, en réalité. En tout cas, on est obligé aujourd'hui de passer par là. Et c'est vrai qu'on manque parfois de soutien, on va dire, sur des scénarios qui soient finalement l'avenir désirable dans telle et telle manière, comment on va vivre dans l'avenir, dans un monde contraint en carbone. Et on croit qu'on va y arriver et qu'on va être dans un avenir qui reste désirable, mais il faut effectivement qu'on ne soit pas tout seul, côté entreprise et industrie, à écrire ces scénarios. Et aujourd'hui, oui, c'est indispensable vraiment de dire on va continuer à se déplacer. Donc, on peut limiter certains déplacements, mais en fait, il y en aura toujours. Donc, la question, c'est quand, mais ces déplacements qui vont rester, on sait les décarboner, en fait. Les technologies, pour le coup, là, vont être sont déjà disponibles pour certaines, et vont l'être sur l'hydrogène. C'est une question de décision pour donner effectivement cette impulsion un peu plus forte. Peut-être, je vais proposer aux participants de poser les questions ou de réagir à vos 3 interventions liminaires. On a une bonne vingtaine de minutes maintenant pour cela. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que l'un de vous souhaite rebondir à ce que vous venez de vous dire? N'hésitez pas. Qui souhaite poser une question? Je vois les mains qui se lèvent. Donc, plaisir. Voilà, et puis vous nous dites bien qui, Bonjour, qui vous êtes et à qui vous vous adressez. Société Innoé pour le développement de l'hydrogène dans le domaine industriel. On a beaucoup parlé en effet de transformation, de solutions disponibles ou pas. Il y a la réalité très concrète de la crise énergétique qu'on traverse qui rend énormément de scénarios économiquement très compliqués à soutenir. Alors bien sûr, on peut se projeter à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, en se disant il y aura des centrales nucléaires, on aura trouvé des solutions. Aujourd'hui, on veut électrifier, on veut développer des nouvelles solutions de décarbonation qui reposent énormément sur l'électricité, beaucoup, avec les problématiques et notamment de coût de l'électricité qu'on voit et des électricités qu'on veut décarboner autant que possible dans un contexte où il y a une crise énergétique, où le développement des renouvelables est de plus en plus compliqué sur notre territoire. Je voulais avoir votre avis sur la question et savoir comment, j'allais dire, à très court terme, on rend ces scénarios réalistes. Alors, économiquement, c'est un grand mot, mais en tout cas, une entreprise, sauf des grands groupes qui ont des ressources financières, mais les entreprises au quotidien sur les territoires sont drivées avant tout par la logique économique. Comment est-ce qu'on rend cela possible ? Voilà, peut-être, François, je veux bien avoir votre point de vue aussi sur le territoire et dans votre action locale. Comment concrètement vous rendez ça possible? Quelles sont les premières décisions qui sont prises? Et puis chacun de vous. Alors, peut-être un petit point sur l'hydrogène quand même, parce que aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène ne correspond pas aux activités au jour le jour. Bon. En revanche, la possibilité pour des sites industriels d'utiliser l'hydrogène est tout à fait possible. Vous avez le problème de l'hydrogène, il faut qu'il soit produit relativement proche de son lieu de consommation. Donc, quand vous avez des unités industrielles relativement importantes, la production d'hydrogène peut conduire à un certain nombre de progrès énergétiques. Mais attention, produire de l'hydrogène, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, je parle d'hydrogène propre. Je ne parle pas de l'hydrogène que certains pays vont importer d'Afrique ou du Moyen-Orient avec une réglementation européenne aberrante qui va faire rentrer sur nos territoires de l'hydrogène qui est produit à partir de pétrole, donc qui est une aberration à la fois énergétique, politique et climatique. Non, mais l'hydrogène vert, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, nous pensons pour le moment qu'il n'est destiné qu'à des grosses quantités utiles sur des énergies. On imagine, et on a travaillé avec les autoroutiers, des axes équipés pour des camions relativement importants, ça c'est envisageable.
mais pour l'activité au jour le jour, nous ne pensons pas. Alors, quand vous évoquez effectivement, que fait-on à court terme? À court terme, si vous voulez, il y a les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur ont quand même l'avantage de réduire par 6 ou par 7 la consommation de sources énergétiques compte tenu du rendement. Encore faudrait-il que la réglementation nationale soit favorable aux pompes à chaleur. J'ai expliqué le problème de l'électricité tout à l'heure, mais il y a aussi le problème du fait que toutes les primes Rénov et compagnie ne sont pas complètement ajustées à ces équipements et oublient les pompes à chaleur RR, qui sont les seuls qui peuvent rénover tous les logements électrifiés qui n'ont pas de circuit d'eau. Or, pour des raisons adémiennes, pour le moment, les pompes à chaleur RR ne font pas partie de ce qui est subventionnable. Or, les coûts d'installation sont relativement moyens par rapport à RO, et par ailleurs, ils sont destinés à des petits logements qui sont, sur le plan énergétique, ceux qui sont dans les plus grandes difficultés. Vous voyez, c'est des petites mesures, enfin, des petites mesures. On en discutait avec le ministre Béchu la semaine dernière. Il a été très attentif à ça parce que ça permettrait de régler des millions de logements avec des gestes financiers relativement faibles. C'est pragmatique, ça peut fonctionner. Sur le plan local, on a tout à fait la possibilité, on en discutait en préalable, je suis dans une commune qui a mis en place de la création de gaz vert sur une unité de décarbonation, et donc on se retrouve totalement autonome en énergie pour chauffer nos maisons, qu'elles soient électriques avec la mise en place d'ombrières de grande surface ou qu'elles soient en gaz vert. C'est possible à des petites échelles, à condition que ça soit pragmatique et que ça soit utile. Et vous l'avez fait sur tous vos équipements municipaux. Et sur tous les équipements municipaux nouveaux, on a des pompes à chaleur. Moi, j'ai envie également d'apporter un éclairage là-dessus parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de technologies qui sont déjà à disposition. Et ça, c'est ce que nous dit aussi le GIEC, Bertrand Piccard, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont déjà technologiquement disponibles. Il va falloir continuer à innover, bien sûr, parce qu'il faudra aller encore plus loin, mais c'est à disposition. Et aujourd'hui, les crises qu'on traverse, la crise énergétique forcément, c'est un vrai déclencheur. Je vous dire que dans l'entreprise, on se trouve quelque part pris en retard. C'est-à-dire que ces scénarios prospectifs, on les fait tous trop tard, là, collectivement. On en parle aujourd'hui en 2022, alors qu'on subit déjà les effets, effectivement, alors certes, d'une guerre, mais du Covid et autres. Et en fait, le driver de l'offre et de la demande du prix de la facture, il est phénoménal. Donc, ce qui est en train de se passer, nous, aujourd'hui, c'est qu'on avait commencé à décarboner, c'est-à-dire à pousser, parce qu'on a une ambition environnementale dans le groupe avec moins 40% sur nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a commencé à électrifier notre flotte de véhicules. Là, on se dit, flûte, l'électricité augmente beaucoup plus que le fossile. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La facture, si on achète tout ça, c'est intenable. Qu'est-ce qu'on fait ? Des panneaux photovoltaïques, de l'autoconsommation, et c'est en train là de boomer en interne. C'est-à-dire qu'on a déjà des capacités, on avait déjà fait sur des aéroports, sur certaines usines, etc. Mais c'est un vrai déclencheur aujourd'hui de passage à l'action pour se dire, voilà, soyons en partie indépendants. Et le driver, il a été principalement cette facture et le fait de dire, je ne vais pas réussir à tenir. Donc, on a besoin de cohérence effectivement sur cette vision politique et de stabilité un peu sur les grands axes. Parce qu'aujourd'hui, comme il y a des technos qui sont disponibles, c'est ça qui est en train de se mettre en place dès qu'on est en situation de crise, on va dire. Donc, si on veut plus de pilotage, y compris politique, sur finalement des capacités complémentaires telle et telle technologie, il faut le décider bien en amont en fait de ces crises qu'on est en train de gérer effectivement, enfin de vivre et qu'on va continuer, je pense à vivre malheureusement. Thierry Hanau, une recommandation sur ce qu'il faut faire à court terme, là, immédiatement ? Alors, déjà, un petit point technique sur l'hydrogène. Dans le scénario, l'hydrogène, il a un rôle important de stockage de l'énergie. Okay. On peut produire beaucoup d'hydrogène. On a pas mal de capacités de photovoltaïque installées dans notre simulation, okay, qui servent en période de pointe d'été, okay, à produire de l'hydrogène qu'on stocke non pas sous forme d'hydrogène, mais sous forme de méthane, après recombination avec le CO2. Et ça, c'est ça qui nous sert à équilibrer
à faire l'équilibre intersaisonnier. Donc c'est un rôle important d'hydrogène en dehors de la décarbonation de l'acier, où l'hydrogène est nécessaire, et un peu de transport. Donc c'est ça le principal usage qu'on fait de l'hydrogène. L'avantage, c'est que ça permet aussi d'absorber le pic de production du photovoltaïque en période de pointe. Donc ça, c'est important. Ensuite, une deuxième remarque que je fais, c'est qu'entre les scénarios prospectifs des think tanks et les entreprises, il y a le régulateur. Okay. La transition énergétique, c'est une transformation monumentale. Okay. Des modes de production, j'ai parlé des modes de consommation, mais aussi des modes de production de l'économie en général. Okay. Et là, le régulateur, il a un rôle important à jouer. Okay. On parle de règlement, hein, et ce qu'on voit aussi, c'est typiquement ce que font les municipalités avec les ZFE, de façon un peu anarchique et désordonnée. Okay. Ça a un impact monumental sur la production. Hein. On voit par exemple qu'il y a des masses d'importation de roues électriques en ce moment, parce qu'il y a le stationnement payant à Paris. Ça fait exploser les importations. Donc ça, on voit par démonstration qu'une régulation un peu non planifiée, je dirais, elle a un impact. C'est pareil sur les ZFE, l'évolution sur les critères, etc. Là, le régulateur, il a un rôle très important à jouer en termes de signaux prix, en termes de réglementation. Hein. Cet échelon-là, il est nécessaire. Et de votre point de vue, la réglementation ou disons la législation là, qui est en train peut-être d'être adoptée ces jours-ci, est-ce qu'elle aura ou pas à court terme un rôle sur les énergies renouvelables? Tout a un rôle, évidemment, tout a un impact. Ce qui manque, je pense, c'est de la planification. Il y a des impacts long terme, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. On parle d'une transformation, et Ursula von Leyen l'a dit, il faut 25 ans pour transformer un système productif. Hein, le Green Deal, c'est ça, c'est une vision à 25 ans de la transformation du système productif. Et ben, il faut aussi une vision à 25 ans de l'évolution des règlements, des taxations. La taxe sur les produits pétroliers, ça rapporte 44 milliards d'euros à l'État. Elle va disparaître, cette taxe-là, avec tout ça. Il faut arriver à penser ça. Et c'est ça qui va faire la transformation. Aujourd'hui, c'est un impensé total. Est-ce que vous pensez que c'est pensé, François Moutot, justement, par les pouvoirs publics, cette question de la planification? Si vous voulez, moi, ce qui me sidère, c'est l'absence de planification financière. C'est qu'on se retrouve à avoir fixé un certain nombre d'objectifs. Or, pour la plupart de ces objectifs, il y a derrière un coût financier énorme. Et personne ne l'évoque. Surtout pas. Or, nous réfléchissons à Eden avec nos entreprises et un peu le secteur bancaire, ça commence. Si on ne met pas en place un financement de type plan Marshall, enfin, ou comparable, nous n'aurons pas les moyens de faire face aux échéances qui sont envisagées. Avec un deuxième point qui est cohérent, c'est qu'on a beaucoup parlé de technologie. On a parlé de technologie sur l'hydrogène. On a le problème des avions. Moi, je veux bien qu'ils volent moins d'avions, mais ceux qui continueront à voler voleront avec des carburants décarbonés. Je suis totalement d'accord avec mon voisin. La biomasse ne peut pas, la quantité de biomasse disponible ne peut pas faire voler les avions. À l'échelle de la France, moi, à l'échelle de la France, je ne suis pas à l'échelle du monde, à l'échelle de la France, il faudrait que l'intégralité de la biomasse produite en France soit transformée en carburant pour faire voler les avions en France. Et quand je dis l'intégralité de la biomasse, ça veut dire que vous n'avez plus de poireaux, vous n'avez plus de mandarines, vous n'avez plus rien. Hein. Tout passerait en production. Donc ça, c'est aberrant, impossible. La seule possibilité, c'est ce qu'on appelle les SAF. Les SAF, ça veut dire qu'il faut prendre le carbone dans l'air, le recombiner avec de l'hydrogène pour faire des carburants liquides, parce que à moyen terme, tous les constructeurs aéronautiques pensent que le carburant liquide est la seule solution pour faire voler les avions. Parce que si vous mettez des piles électriques ou de l'azote à la place des passagers, il y a un problème qui va se poser. Donc, la seule possibilité, c'est d'avoir des carburants liquides avec une rentabilité inférieure au kérosène actuel, mais quand même de grande qualité. Et ça, il faut piéger le CO2, il faut l'associer à de l'hydrogène pour avoir des carburants liquides. C'est techniquement faisable. Hein, vous avez totalement raison. L'approche scientifiquement, on sait le faire.
mais ça demande énormément d'énergie pour le faire. Et là, on est totalement à côté de la sobriété. Il y a besoin de nouvelle énergie, il y aura besoin de beaucoup d'énergie et il y aura besoin de beaucoup d'argent. Et donc, toute cette programmation n'existe pas. Alors, je suis obligée de réagir aussi par rapport à l'aviation et aux technologies qui ont été citées. Alors, c'est sûr, ça fait partie de notre bilan aussi. Enfin, quand on a fait nos scénarios, et on se dit, même si on mise sur ces technologies-là, elles arrivent effectivement trop tard. C'est-à-dire qu'on peut être neutre à zéro carbone en photo, on va dire, en 2050, mais pas en budget carbone entre ce qu'on va continuer à émettre effectivement ces années-là. D'où le fait qu'on se focalise sur des solutions aussi de court terme avec une partie de biomasse liée à des déchets aujourd'hui disponibles, etc. C'est pas de masse comme ce qu'on vient de dire, c'est des solutions de transition parce que chaque gramme, kilo, tonne non émise, c'est ça de prix sur le budget carbone. Donc ça, c'était pour le point effectivement, et donc sur l'aviation. Très clairement, on a un certain nombre d'actions fortes pour booster ces technologies et pour démontrer qu'en fait, l'infrastructure est prête. Enfin, on va pouvoir distribuer ces SAF, l'hydrogène, etc., sous quelque forme. On est plutôt dans une logique de démonstrateur là-dessus. Je vais revenir sur les questions de planification et autres. Nous, forcément, une entreprise, quand on fait des scénarios, on ne les fait pas que sur le volet environnemental. Avant de nous être fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2, on a regardé économiquement ce que ça donnait aussi. Donc, on a fait notre plan à la louche d'investissement, de retour sur investissement. On est en train de réviser certains aspects parce qu'effectivement, les prix de l'énergie évoluent. Et donc, c'est une logique de performance. Alors, performance globale, c'est comme ça qu'on l'appelle chez Vinci, mais c'est cette logique de performance globale qu'on a tendance à perdre en fait de vue. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les aspects environnementaux d'un côté, des fois il y a le social qui est pas très loin, et puis effectivement l'économique qui est souvent traité à part, de façon silotée. Et moi, tout ce que je constate, j'ai été consultante avant d'être dans le groupe Vinci sur ces enjeux de développement durable, c'est vraiment quand on aborde ces trois sujets économiques, social, environnemental ensemble, qu'on arrive à faire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, y compris dans la manière dont les réglementations sont faites, je vois énormément de choses qui sont liées à la technologie. On veut booster tel type de solution. Or, moi, en tant qu'entreprise, donnez-moi des objectifs de performance, et de performance carbone, environnement, économique, technique, et laissez-nous, entre guillemets, innover, en fait. Et dire si c'est cette solution-là qui est la bonne ou pas, et on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec nos acteurs, nos partenaires dans la chaîne de valeur, etc. Et ça, je pense qu'on a besoin de remonter d'un cran comme ça et de réfléchir effectivement sur cette performance. Alors, vous interpellez la responsable de RSE et de développement durable que j'ai aussi toujours été toute ma vie, pour vous demander aux uns et aux autres si depuis le début de notre discussion, on n'oublie pas aussi un mot. Le mot, c'est la biodiversité et la nature, parce que vous avez beaucoup parlé, et c'est totalement naturel, du social, de ces polémiques, de ces mal-être qui peuvent être engendrés compte tenu de cette transition, qui sont parfois difficiles à vivre dans le quotidien. Vous avez beaucoup parlé de technologie, bien entendu. Vous voyez aussi les aspects financiers et économiques. Mais comment peut-on tenir compte dans la transition énergétique de la nature, de la biodiversité, de la question des ressources? Comment est-ce que cela, Vinci, vous le faites, ce calcul-là, et cette mesure-là, et cette attention-là? Ouais, alors on a deux niveaux. Un, c'est indispensable, ça fait partie d'un point de vue de l'équipe de la direction de l'environnement, des experts, etc. On raisonne en analyse du cycle de vie, c'est-à-dire à chaque fois sur l'ensemble de la chaîne de valeur et en multicritères. Et je peux vous donner un exemple, c'est qu'on a eu un prix de l'environnement qui a été un peu notre déclencheur de l'action interne. Et en 2021, les 50 finalistes qui ont été présentés des dossiers au COMEX ont tous fait l'objet d'une analyse de cycle de vie en fait environnementale. Alors, on a simplifié la méthodologie, mais on l'a tous fait, et une analyse économique d'ailleurs. Et c'est ce qui nous permet de dire aujourd'hui, quand on pousse une solution, par exemple bas carbone, le béton bas carbone, ok, alors on va parler de carbone, donc ça c'est l'aspect grand public et pour faire passer les messages c'est du bas carbone. Par contre, on a fait le job, on a regardé sur les ressources, on sait où on en est, on a regardé les impacts sur la biodiversité, sur l'eau, sur la gestion de l'eau,
Exactement. Donc, dans un aspect multicritère. Et donc, ça nous permet d'éviter d'avoir des effets de rebond, effectivement, d'un compartiment vers un autre qui serait dévastateur. Mais c'est un sujet qu'on est obligé de garder. Donc, on a structuré un réseau d'experts, en fait, en analyse du cycle de vie en interne sur lequel, quelque part, les opérationnels peuvent s'appuyer pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire des bêtises quand on va pousser un argumentaire plus fort environnemental sur un sujet qu'un autre. Et ça nous a montré que certains fonctionnent ensemble, enfin certains aspects fonctionnent ensemble, et puis qu'il y a aussi quelques faiblesses dans certaines solutions qu'on pousse sur lesquelles on est obligé d'avancer pour effectivement respecter ces limites planétaires. Un mot juste, effectivement. Alors, juste un mot sur l'eau. Pour des raisons techniques, administratives et technocratiques, la France n'utilise même pas 3% de l'eau apurée. En Israël, c'est 95%. Alors, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, mais les conditions physiologiques, sanitaires sont quasiment les mêmes. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas laver les rues de votre ville avec l'eau de la station d'épuration. Et c'est l'eau de la station d'épuration, moi je vais et je bois un verre d'eau et je suis plutôt en bonne santé. Enfin, j'y vais pas tous les jours, j'ai pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont aberrantes. L'eau épurée, vous ne pouvez même pas laver. Non, mais imaginez que vous ne pouvez même pas laver les trottoirs des chaussées. Alors, il y a certaines villes qui ont abandonné le nettoyage des chaussées et des trottoirs, mais je ne voudrais pas citer Hidalgo. Mais le sujet sur là, c'est uniquement réglementaire. On a des problèmes de réglementation. Ça pourrait aussi être utile pour le sport, pour les pelouses. Si vous voulez, je suis une commune où il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe sur la commune ou qui est traitée par la commune, utilisée par la commune, qui ressort de la commune. On a mis des bassins, on a fait une station d'épuration d'infiltration. On ne perd pas l'eau. Aujourd'hui, vous imaginez les milliards de litres d'eau qu'on renvoie dans l'océan, avec toutes les conséquences sur les équilibres phosphore, etc., de nos territoires, et la pollution de l'océan avec ces produits qui n'ont rien à faire. Et tout le monde s'en fout. Alors, je crois savoir que ce n'est pas tout à fait le cas parce que ces sécheresses de ces derniers mois donnent à comprendre à certains que la réglementation devrait peut-être bouger. Mais en l'occurrence, en effet, est-ce que ces questions, par exemple, de l'eau, dans les scénarios de Négawatt, est-ce que vous en tenez compte de ces évolutions et ces grands risques? Jusqu'à présent, on n'a pas mis l'eau dans nos scénarios, ça sera le cas dans le prochain. On aura un négawatt, enfin, négawattheure, c'est peut-être déjà pris, mais on va essayer on va modéliser la consommation d'eau et on va, comme d'habitude, faire des prospectives qui à diminuer son usage. Okay. Aujourd'hui, en termes de biodiversité, alors on a pris ça en compte par plusieurs facteurs. Puisqu'on quantifie, on est aussi un scénario un peu d'ingénieur, donc on quantifie ce qu'on fait. Alors, on arrive à modéliser, comme j'ai expliqué au début, les quantités de minerais extraits, métalliques et non métalliques. Donc ça, on le quantifie, donc on sait faire. On a aussi une diminution des phytosanitaires et donc tout ce qui est atteinte à la biodiversité. On modélise aussi l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, oui. Donc typiquement, alors je n'ai pas les chiffres en tête et puis j'en ai assez donné, mais on a une très forte diminution des quantités de minéraux extraits dans le scénario. Donc ça, on arrive à le faire et c'est nécessaire. Et forcément, ça diminue l'impact sur la nature, quoi. Donc, voilà. Je vois l'heure qui tourne et cela, en tous les cas, nous donne envie de peut-être vous réinviter tous les trois pour en reparler lorsque vos scénarios auront en effet avec ces nouvelles perspectives et peut-être de nouvelles technologies et aussi des nouvelles, comment dire, des enjeux, ces nouveaux enjeux de biodiversité, ces nouveaux enjeux sociaux que vous venez de décrire et qu'il convient probablement de façon totalement impérative entrer pour tenir la robustesse de nos scénarios. En tous les cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier et au nom de tous nos participants, vous remercier aussi pour votre attention à vous tous, ici en présentiel et en visio. Vous avez pu entendre, je le crois, un débat plus que
passionnant sur ces sujets de transition énergétique, de prospective et aussi de pragmatisme, parce que je crois qu'on a parlé des 3D, on pourrait parler de ces 3P. Essayons d'avoir cette capacité-là. Alors, vous donnez rendez-vous pour nos prochains cycles. Vous avez en effet la possibilité de nous suivre lors de ces prochaines séances qui auront lieu donc à partir du mois prochain, de février. Le 14 février, nous serons sur le thème de la reconstruire des filières pour réussir la transition énergétique. Cela se passera à l'Hôtel de l'Industrie, donc place Saint-Germain-des-Prés. Nous aurons l'occasion avec beaucoup de joie de vous accueillir sur place dans cet magnifique établissement que nous aimons particulièrement, plus de 200 ans, pour travailler sur ces sujets d'innovation et de renaissance industrielle. Vous pourrez y découvrir notre guide sur la renaissance industrielle et vous êtes les uns et les autres tous, bien sûr, les bienvenus pour ces prochaines séances. Donc également ensuite, le 16 mars, sur efficacité et circularité pour la transition énergétique. 18 avril, les coûts, les financements, on en parlera plus précisément, nous l'avons un peu abordé déjà aujourd'hui, les questions donc de financement au cœur des territoires pour cette transition énergétique. Et puis, enfin, le 16 mai, sur les risques et les opportunités donc pour la renaissance industrielle française, cette relocalisation, ce redéveloppement d'une nouvelle façon pour aider nos entreprises de tenir ces enjeux de transition énergétique, mais autrement. Merci à vous tous et à très bientôt. On sera heureux de vous accueillir. Au revoir. In my dreams, sometimes